Connaissez-vous les femmes qui ont révolutionné le sport? Ce sont des championnes toutes catégories. La raison? Elles ont mis un sacré revers au racisme. Joli revers. Coiffé au poteau les idées reçues. Une révolution dans ce sport. Surmonter tous les handicaps. Ce qui, en soi, est déjà une victoire. Et tout ça avec force. 235 kilos d'une main. Grâce et courage. La classe. Virago Sportive, la nouvelle web-série racontée par Haute-Goni Goubert, à voir en exclusivité sur TV5 Monde+. Téléchargez l'application ou connectez-vous sur la plateforme tv5mondeplus.com. Tout de suite, le journal de Radio-Canada. C'était le rêve de François Ier. Chambord va représenter ce pouvoir symbolique royal. Le projet fou de Léonard de Vinci. Chambord est une énigme avec des intentions philosophiques, mystiques. 5 siècles après sa construction, percer les mystères du plus célèbre des châteaux de la Loire. Ces anomalies constatées sur le plan semblent montrer qu'il y a un plan d'origine qui n'a pas été respecté. Chambord, le château, le roi et l'architecte, mercredi sur TV5 Monde. Ici Claudine Bourbonnais à Montréal. Bienvenue aux téléspectateurs de TV5 Monde. La Fédération interprofessionnelle de la santé rejette la nouvelle offre de Québec qu'elle qualifie de recul majeur. Au cœur du litige, la mobilité des membres entre les établissements. Le ton n'a pas tardé à monter avec le gouvernement. La FIC a même publié sur les réseaux sociaux l'offre qui est confidentielle et lance un appel à la grève des heures supplémentaires dans 3 semaines. Véronique Prince. Le premier ministre ne s'attend pas à régler la négociation avec les infirmières avant Noël. À la lecture des échanges sur le réseau X ces dernières heures, difficile en effet d'imaginer une entente bientôt. Si votre gouvernement était réellement sérieux, vous n'auriez pas fait un spectacle médiatique, écrit la présidente de la FIC. Il est irresponsable de faire peur à la population, réplique la ministre Sonia Lebel, moins de 24 heures après sa dernière proposition au syndicat. Je suis très surprise, et sur la forme et sur le fond, de voir qu'on a cette réaction virulente aujourd'hui à travers les médias. Sur le fond, les deux ne s'entendent pas au sujet de la mobilité des infirmières. Québec souhaite pouvoir les déplacer d'une unité à l'autre selon les besoins du réseau. L'entente de principe du printemps dernier prévoyait que les déplacements puissent se faire dans un rayon d'une 30aine de kilomètres. Mais les membres ont rejeté ce que leur syndicat avait accepté. Dans le suivi qu'on a eu hier, la notion de kilométrage n'existe plus. C'est que une infirmière qui travaille à l'hôpital de Saint-Eustache pourrait très bien être déplacée vers Mont-Laurier. Il est inexact de dire qu'on vient augmenter les déplacements. Il est inexact de dire qu'on ne respectera pas les compétences et les formations des infirmières. La présidente du Conseil du Trésor assure que celles qui travaillent en CHSLD ne se retrouveront pas en salle opératoire, par exemple. La mobilité ne sera pas non plus imposée. Alors qu'elle l'écrive noir sur blanc, répond la FIC, avec des paramètres clairs. Elle a d'ailleurs publié sur Facebook la proposition déposée par la partie patronale, censée être confidentielle. On est très loin d'une entente de principe. Le syndicat sent sa position renforcée par l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, qui affirme aussi que la mobilité doit respecter certaines balises pour assurer la sécurité des patients.
Il faut partir de la prémisse que les infirmières ne sont pas interchangeables, peut-on lire dans un éditorial. Au-delà de la guerre des mots que se livrent les deux parties, il faut rappeler que les infirmières sont sans contrat de travail depuis maintenant plus de 500 jours. La FIC les incite à refuser le temps supplémentaire à partir du 19 septembre. Ici Véronique Prince, Radio-Canada, Québec. Les travailleurs syndiqués du secteur hôtelier ont déclenché une deuxième journée de grève surprise en 3 semaines. Quelques 2600 employés affiliés à la CSN ont débrayé dans 22 établissements dans les régions de Montréal, de Québec et à Sherbrooke pour dénoncer l'état des négociations. Le point de discorde principal, les salaires. Les syndiqués réclament une augmentation de 36 % sur 4 ans, une demande jugée déraisonnable par la partie patronale. Le syndicat promet un automne chaud. Quand je vous dis qu'ils ne seront pas capables de nous casser, c'est que cette semaine, ils ont commencé à mettre des gens encore en lock-out. Puis ça ne fonctionnera pas. On ne laissera pas ça faire. S'ils nous attaquent, on va contre-attaquer. Les hôteliers du Québec en ont plein les poches. Mais nos membres, les poches sont vides. C'est ça qui doit changer. Il y a des offres monétaires sérieuses et intéressantes qui sont sur la table. On parle d'environ 15 % d'augmentation sur 4 ans. Cette offre-là s'apparente à des offres conclues notamment en décembre dernier avec un hôtel de Montréal, avec le même syndicat de la CSN. C'est maintenant officiel. La conférence ferroviaire de Teamsters Canada conteste devant la Cour fédérale l'imposition d'un arbitrage exécutoire et du retour au travail des syndiqués du CN et du CP Kansas City. Ces mesures avaient été imposées par le Conseil canadien des relations industrielles samedi à la demande du ministre fédéral du Travail, Stephen McKinnon. Le syndicat a déposé 4 appels distincts qui soutiennent notamment que les droits des travailleurs garantis par la Charte, dont celui de grève, ont été bafoués et que le ministre a outrepassé ses pouvoirs en usant d'une interprétation jamais vue de la loi. Triste nouvelle dans le monde du hockey. Le joueur vedette des Blue Jackets de Columbus, Johnny Gaudreau, et son frère Matthew sont morts hier soir au New Jersey. Ils ont été happés par un chauffard alors qu'ils se promenaient à vélo. Les deux frères de 31 et 29 ans devaient assister ce soir au mariage de leur sœur. De Columbus à Calgary, où il a bâti avec les Flames sa renommée de joueur étoile et de gentilhomme, des hommages lui ont été rendus. Louis-Philippe Trozot. Des gerbes de fleurs déposées sur les marches du Saddle Dome à Calgary en hommage à celui que les partisans surnommaient affectueusement Johnny Hockey. Le monde du sport pleure la mort de l'attaquant vedette de la Ligue nationale Johnny Gaudreau et de son frère Matthew. Johnny actually was the reason why I became a Flames fan. He was so giving of his time. Whether he's playing for Calgary or not, it's just heartbreaking. Jeudi soir, un automobiliste a happé mortellement les frères Gaudreau alors qu'ils circulaient à vélo au New Jersey, leur état natal. Ils s'y trouvaient pour assister au mariage de leur sœur Kathy, prévu vendredi. Le conducteur, Sean Higgins, soupçonné d'être en état d'ébriété au moment de l'accident, a été emprisonné et inculpé de 2 chefs d'accusation de mort par automobile. Johnny was so important to Columbus. Le prodige de petite taille laisse également un grand vide à Columbus, où il évoluait depuis 2 ans, après 9 saisons passées à Calgary. Se disant dévasté, l'organisation des Blue Jackets rappelle que Johnny n'était pas seulement un excellent hockeyeur, mais surtout un mari aimant, un père, un fils, un frère et un ami. Les Canadiens de Montréal évoquent pour leur part 2 ambassadeurs exceptionnels et 2 êtres humains de plus grande qualité encore. Obviously playing with Johnny for my whole career, how great of a hockey player he is. It's a very sad day. Yeah, it's very emotional. I mean, you know, waking up this morning and finding out that news, obviously sick to your stomach. Impliqué dans le milieu du hockey à Calgary, Claude Villegrin souligne sa détermination. Toute sa vie, on lui a dit qu'il était trop petit, mais il est devenu un des meilleurs joueurs de l'équipe et presque de l'histoire de l'équipe. Et puis, c'est non seulement sur la glace, il était sensationnel, mais aussi il était vraiment impliqué dans la communauté en faisant des charités. Johnny Gaudreau! En 2017, Johnny Gaudreau s'est mérité le trophée Lady Byng décerné au joueur le plus gentilhomme de la LNH. Il se classe également au 9e rang des meilleurs marqueurs de la Ligue au cours de la dernière décennie. Des faits d'armes accomplis principalement à Calgary,
où Johnny Hockey laisse une trace indélébile. Ici Louis-Philippe Trozzo, Radio-Canada, Montréal. Mille et un logements abordables seront construits à Montréal et à Rimouski d'ici 2027. La société de développement Angus va recevoir une subvention de près de 195 millions de dollars pour réaliser le projet financé par Québec et Ottawa. Elle est la première entreprise à être choisie pour faire partie de la toute nouvelle filière de développeurs qualifiés de la Société d'habitation du Québec qui vise à accélérer les mises en chantier de logements abordables. Gabrielle Proulx. Qu'est-ce qu'on fait pour construire plus de logements abordables, puis pour accélérer la cadence? Bien, la réponse, c'est qu'on s'associe avec des partenaires solides. Québec et Ottawa accordent à la Société de développement Angus 193 500 000 $ pour la construction de 1001 logements neufs et abordables d'ici 2027. 677 logements seront construits dans le secteur du technopole Angus, dans l'arrondissement de Rosemont-la-Petite-Patrie, et dans le futur écoquartier Louvain, dans Onsic-Cartierville, à Montréal. 324 logements verront aussi le jour à Rimouski, dans le Bas-Saint-Laurent. Construire du logement, ça prend une expertise, ça vient avec des risques, puis un développeur qualifié, bien, il vient nous rassurer. Pour y arriver, la ministre France-Hélène Duranceau veut ouvrir une voie rapide à des développeurs dits qualifiés. Très humblement, nous souhaitons apporter une contribution. La condition essentielle que moi je parle souvent, c'est que le plus long, que ce soit pour le privé, mais surtout pour des organismes à but non lucratif, c'est d'attacher le financement. Quand le financement est attaché de part ou d'autre, la pépine part en même temps. Le groupe Angus a son propre modèle, qui est un modèle qui, je pense, est très bien adapté pour les besoins de Rimouski. C'est un modèle qui ne dépend pas de l'offre et de la demande. Un avis partagé par le chercheur de l'IRIS, Guillaume Hébert. Quand vous travaillez avec des OBNL, habituellement, c'est des organisations qui sont implantées dans la communauté. Donc, elles ont intérêt à ce que les projets qui sont réalisés sont faits de qualité, qui sont pérennes, qui sont bons pour du long terme. Quand vous avez un promoteur privé à but lucratif qui fait juste débarquer, construire des logements et s'en aller après. Et selon cet expert, il faudrait donc multiplier par 80, voire par 100 ce type d'annonce au cours des prochaines années pour qu'un jour on puisse venir à bout de la crise du logement au Québec. Ici Gabrielle Proulx, Radio-Canada, Montréal. Le ministre fédéral de l'Environnement, Stephen Guilbeault, confirme vouloir exempter Hydro-Québec de son décret sur la protection du caribou forestier. Le décret a été présenté par Ottawa comme une réponse à l'inaction de Québec dans le dossier et fait en ce moment l'objet de consultations. Et donc, Thomas, Ottawa parle d'un compromis pour ne pas nuire au projet d'énergie verte. Voilà, parce que le gouvernement fédéral veut protéger le caribou, donc veut protéger la biodiversité, mais ne veut pas par le fait même nuire à la lutte contre les changements climatiques. En produisant de l'énergie verte, on lutte contre les changements climatiques, donc il ne faut pas que l'un nuise à l'autre. Alors le gouvernement fédéral, comme il l'a déjà fait pour les mines de minéraux critiques, là, ceux qui servent à faire les batteries, eh bien, va aussi exempter les projets d'Hydro-Québec ou les projets éoliens parce que ce décret que le gouvernement envisage, il va venir réduire les activités dans certaines zones du Québec pour protéger le caribou, par exemple en réduisant les chemins forestiers qui sont utilisés par les promoteurs d'énergie verte pour aller accéder à leurs lignes électriques, à leurs projets. Alors, on peut écouter le ministre Stephen Guilbeault. Il n'est pas question pour nous de pénaliser la transition et l'économie verte et qu'on voit d'un très bon œil des exemptions pour des projets comme ceux d'Hydro-Québec sur certains de ces terres-là. Puis encore une fois, là, on n'a pas défini exactement quelle terre serait protégée. On ne sait pas exactement où seront les projets d'Hydro-Québec, donc ça va certainement faire partie d'une conversation avec la Société d'État. Est-ce qu'il y a déjà des discussions avec Hydro-Québec? Bien, le bureau du ministre dit qu'ils ont déjà commencé à partager des cartes avec Hydro-Québec, avec des compagnies d'éoliennes comme Boralex, pour voir s'il n'y a pas du chevauchement entre le décret et leur projet. Hydro-Québec nous dit analyser la portée du projet, mais selon nos sources, il y a des réelles préoccupations dans la société d'État. Et les partis d'opposition aussi voudraient qu'au-delà d'Hydro-Québec, on protège d'autres secteurs d'activité de ce décret.
On voit des projets de biomasse qui pullulent dans les communautés autochtones. Bien, cette biomasse-là, il faut aller la chercher à quelque part. Si on réduit considérablement les territoires de coupe avec la mise en place du décret, je ne sais pas comment le gouvernement compte atteindre ses cibles de réduction carbonique et d'électricité propre. On a entendu là, des témoignages qui sont très touchants, très bouleversants, des gens qui constatent que si par malheur ce décret libéral radical est adopté, bien, leur emploi va mourir et que l'entreprise va s'écraser, que le village va devenir fantôme. Et Ottawa dit qu'il est encore possible que ce décret ne voit jamais le jour, mais pour ça, il faudrait que le gouvernement du Québec prenne l'initiative de protéger davantage le caribou par rapport à ce qui se fait maintenant. Et il y a toujours des consultations jusqu'à la mi-septembre. Jusqu'à la mi-septembre, voilà. Merci beaucoup, Thomas. Au revoir. Au revoir. Le maire de Victoriaville, Antoine Tardy, renonce à briguer la direction du Parti libéral du Québec. Dans une déclaration sur les réseaux sociaux, il explique vouloir se concentrer sur des projets municipaux dans sa ville et au sein de la Fédération québécoise des municipalités dont il est le vice-président. Il n'exclut pas de faire un jour le saut en politique provinciale ou fédérale. Denis Coderre, Charles Milliard et Marc Bélanger sont les seuls à avoir confirmé leur candidature à la direction du PLQ. Le ministre fédéral Pablo Rodriguez se dit toujours en réflexion. Le nouveau chef du PLQ sera choisi en juin prochain. Trois ans après le retour au pouvoir des talibans, la situation des femmes en Afghanistan ne cesse de se dégrader. Le régime vient de promulguer une loi leur imposant une nouvelle restriction très sévère, interdiction de faire entendre leur voix en public, de chanter ou de lire à voix haute. Des femmes déterminées à se faire entendre se tournent vers les réseaux sociaux. Lise Villeneuve. Cette mélopée qui s'élève dans Kaboul est devenue un acte illégal. Les talibans interdisent dorénavant aux femmes de faire entendre leur voix. Vous faites de moi une prisonnière dans ma propre maison, poursuit l'interprète. Mon seul crime est d'être une femme. Depuis l'annonce d'une nouvelle série de restrictions qualifiées d'apartheid de genre par l'ONU, des femmes afghanes publient des vidéos d'elles en train de chanter, de scander des slogans anti-talibans ou encore en train de réciter de la poésie. Je veux la solitude, être loin de tous, dit ce poème, me libérer de mes peines et me perdre. Les talibans nous ont effacés de la sphère publique, dit cette poétesse. Je veux faire entendre la voix des femmes pour prouver que nous avons notre place dans la société. Nous ne pouvons pas laisser les femmes afghanes se battre seules, dit l'ONU, car leur destin est celui de toutes les femmes de la planète. Des mots qui trouvent écho chez cette exilée afghane. Ici Lise Villeneuve, Radio-Canada, Montréal. Il y a 5 ans aujourd'hui, le théâtre Le Diamant était inauguré au cœur du Vieux-Québec. Un des rêves du metteur en scène Robert Lepage se réalisait, et ça en bonne partie grâce à sa sœur et agente Linda Beaulieu. Depuis des dizaines d'années, elle organise les moindres détails de sa carrière, de la carrière de son grand frère, forgeant elle-même la sienne, jusqu'à devenir cofondatrice et présidente du Diamant. Marie-Christine Gagnon les a rencontrés tous les deux. Linda Beaulieu, je vous fais chevalière de l'Ordre national du Québec. C'est une reconnaissance publique. Ça lui arrive depuis peut-être 5-6 ans, qui est devenu un personnage. Oui, c'est moi qui ai l'attention, mais ça va vraiment envers toutes mes équipes, ça va envers tous ceux qui m'ont porté. Aujourd'hui, je dois remercier évidemment le premier, mon frère Robert. Tu m'as tenu par la main tout au long, tu m'as guidé. Les gens pensent que je travaille dans l'ombre, au contraire. Je suis dans ta lumière depuis toujours. Elle était plus jeune que moi, et si quelqu'un criait des noms, si quelqu'un me battait, ou je sais pas, vraiment, elle se vengeait, là, puis elle se vengeait solide, elle me protégeait. Moi, j'admire Robert depuis que je suis tout petite. C'est tellement plaisant de grandir à ses côtés, puis de voir tout ce qu'il était capable de faire, puis surtout tout ce qu'il imaginait. Il y avait de l'imagination, là. C'était tellement le fun, là. On a fait des folies.
Ici, c'est le studio Lepage-Beaulieu. Et Robert a eu la merveilleuse idée de mettre les 2 petits-enfants que nous étions, la tête pleine de rêves, surtout lui. Moi, j'en avais un peu moins, je suis très franche. Quand j'avais 4 ans, ma mère, elle m'amène à l'école. Puis elles ont fait ton entrée scolaire. Mais elle me rentre pas en maternelle, il n'y a plus de place. Elle me rentre en première année. Puis ils ont dit, ça se peut pas parce que elle est trop petite, elle suivra pas. Ben, c'est pas grave qu'elle suive pas, elle doublera, elle recommencera, elle sera meilleure l'année prochaine. Je me dis, je devais être assez turbulente pour qu'elle ait envie de me pitcher à l'école si tôt. Puis ce qui est plate, c'est que j'ai toujours suivi, mais c'est pour ça que j'ai toujours été dernière. Puis Robert, il disait toujours, c'est pas parce que t'es pas intelligente, Linda. Il dit, c'est parce que t'aimes pas assez ça. Tu sais, quand t'aimes quelque chose... Puis il m'encourageait tout le temps. Les gens pensent que c'est moi qui est derrière lui. C'est lui qui a été derrière moi tout le temps. Et moi, ça a donné que c'était un moment où j'avais perdu mon assistant personnel. Je commençais à faire beaucoup d'argent, mais j'en avais jamais. On s'est mis à travailler ensemble un peu par accident. C'est les dieux qui ont orchestré une espèce d'affaire dans l'horaire qui a fait qu'à un moment donné, on était tous les deux à Venise. Puis à un moment donné, elle m'a dit, écoute, moi, je suis tanné de vendre des... Elle appelait ça du tuyau à marde. J'ai travaillé pendant 21 ans pour une compagnie d'aqueduc et d'égouts. Ça a fini par coller, mais ça voulait dire faire le ménage aussi, moi, dans mon entourage. Il y avait un travail fou en arrivant. Ouvrir toutes les enveloppes qui n'avaient jamais été décachetées, courir après les chèques qui n'ont jamais été déposés. Mais une fois que je suis prête, là, ça part. Dès le départ, je trouvais que mon frère travaillait trop fort. Robert, il est comme mon père, il travaillait 6 jours sur 7, mais je trouvais que ça faisait pas de sens. On a fait Rome, Madrid, Dublin en 4 jours pour faire de la promotion. Moi, je suis revenue de là, je disais, Robert, ça, c'est terminé, là. On va faire des conférences de presse, le monde va se déplacer, c'est pas toi, là, ça n'a plus de bon sens. Ce qui était plus difficile pour moi, c'est de savoir comment négocier ces contrats. Comment je demande? Ne connaissant absolument rien dans le business, j'ai fait, écoute, ils vont m'offrir quelque chose, multiplié par 3, puis j'imagine qu'on va trouver une entente à quelque part là-dedans. C'est dur. La négociation est tough, puis moi, je trouve qu'elle est juste. Il y a beaucoup d'influence. L'influence à l'Hôtel de Ville, l'influence au gouvernement, même jusqu'à Ottawa. Donc, c'est quelqu'un que les gens respectent beaucoup. Non, on ne serait pas assis dans le diamant aujourd'hui si Linda n'avait pas été là. C'est sûr que ça n'a pas été facile de construire ce lieu-là, c'est certain. Tu sais, si on était allé d'un terrain vague, puis qu'on avait construit cette affaire-là, on n'avait pas de problème. Mais on était au cœur de la ville, on démolissait un bâtiment. Tu sais, c'était audacieux, là. Tu me dirais, est-ce que tu l'offrais? Je te dirais non pour tout ce que ça a demandé pendant 10 ans. Puis en même temps, je te dirais oui parce que quand je vois le succès que connaît le diamant, quand je vois comment ça rayonne, quand je vois l'effet que ça a sur ma ville que j'adore,